Et d'abord, comme tous les jeudis, focus sur l'investissement responsable. On va parler de la loi climat, mais d'un article bien précis aujourd'hui, l'article 29, dont le décret d'application a été publié au journal officiel le 27 mai 2021, 27 mai dernier. L'objectif, revisiter, clarifier et renforcer le dispositif de transparence extra-financière des acteurs de marché. Pour en parler, notre invitée aujourd'hui, c'est Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant cette loi, Anne-Catherine, la France disposait déjà d'un cadre réglementaire en matière de transparence extra-financière des investisseurs. Oui, en fait, la France est vraiment une pionnière dans un type de dispositif qu'elle a lancé il y a près de 20 ans, qui était effectivement de créer des obligations de reporting, alors au départ pour les entreprises, puis progressivement pour les investisseurs, de façon à espérer que parce qu'ils ont ces obligations de communication publique, les acteurs, qu'ils soient entreprises ou investisseurs, vont structurer des stratégies. C'est ça, c'est une façon qui n'est pas de réglementer la façon dont ils doivent faire leur métier, mais qui est par contre de les inciter à communiquer sur leurs meilleures pratiques. Là où la France a encore innové, c'est en 2015, puisqu'elle a créé une obligation de reporting climat pour les investisseurs. Alors, si vous remettez il y a 7 ans, l'idée de comment on mesure une empreinte carbone d'un portefeuille qui, par nature, directement, n'émet pas tant que ça, à part les ordinateurs qui sont utilisés pour le construire. Donc, du coup, c'était l'idée de se dire, bah oui, mais ce qui est important, c'est finalement dans quoi est investi ce portefeuille. Donc, évidemment, si on investit dans le secteur pétrolier et si on finance des éoliennes, on n'a pas la même empreinte carbone. Ça, c'est à peu près clair. En revanche, pour tous les autres type d'actifs ou de secteurs d'activité. Là, c'est beaucoup plus un peu moins clair. Ah bah oui, puis surtout, les méthodologies se sont inventées à partir de 2015. Donc, on n'a pas du tout aujourd'hui de méthodologie stabilisée pour tous ces sujets-là. Et c'est pour ça que le législateur est revenu sur le sujet. Et surtout, le gouvernement a publié un décret d'application en mai dernier qui précise. Alors, ça peut avoir l'air très technique, mais c'est vraiment intéressant de passer au-delà de cette technicité pour comprendre pourquoi faire du reporting climat, c'est bien, mais dire le changement climatique, c'est grave, c'est tout, ça ne suffit pas. Donc, il faut vraiment avoir plus d'ambition dans le reporting climatique. On va rentrer dans le détail, évidemment, de ce décret avec vous. L'enjeu, là, donc, c'était quoi? Donc, de continuer à conserver cette avance, c'est ce que vous disiez de la France sur ce sujet? Oui, parce qu'effectivement, la France défriche finalement une façon de faire de la régulation, mais surtout, entre 2015 et maintenant, il y a eu tout le déploiement du paquet de régulation européen sur la finance durable, qui adopte un peu la même stratégie, c'est-à-dire qui a considérablement renforcé les exigences auprès des investisseurs et aussi des entreprises, mais c'est en cours de déploiement, sur justement quelle communication elles doivent faire, sur la façon dont elles prennent en compte, par exemple, le risque climatique. Donc du coup, l'ambition du législateur français, c'était bien de garder cette dimension un peu pionnière de la France et de l'accorder au dispositif européen qui, lui, s'est considérablement renforcé. Sur le reporting, donc, quelle avancée majeure alors apporte ce texte? Alors, il y a une nouveauté assez extraordinaire qui est évidemment, qu'est-ce que c'est que... essayer de mesurer son empreinte biodiversité. Alors, je viens de vous expliquer que sur le climat, c'était déjà totalement innovant en 2015. Sur la biodiversité, c'est encore plus compliqué, puisque là, on a très peu de mesures, en fait. Donc, les entreprises communiquent très peu sur le sujet, et on a l'idée que la biodiversité, ça veut dire qu'il faut protéger l'espèce de la grenouille, je ne sais pas quoi, qui va empêcher la construction de je ne sais quelle route ou autre. En fait, c'est pas ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est que la biodiversité, c'est finalement l'ensemble de la nature, c'est-à-dire les espèces, mais aussi tous les écosystèmes, que ce soit terrestres, maritimes ou autres. Donc la question, c'est quelle pression on exerce. Alors là encore, dans quel type d'actifs on est investi? Si évidemment, par exemple, prenons un exemple, on a des actions d'une entreprise qui fait du chalutage industriel et des échelles incroyables et qui est en train de vider les océans, évidemment, l'empreinte biodiversité est assez négative. Si en revanche, on est en train d'investir dans un mode d'agriculture bio ou dans une chaîne de production de ce type-là, on va réduire son empreinte. Donc on est vraiment en train, et l'objectif de cet article, c'était que les investisseurs commencent à avoir une idée et évidemment évaluent leur portefeuille avec ce genre de lunettes.
La difficulté, évidemment, les investisseurs ont tout de suite dit, mais attendez, comment peut-on faire ça alors qu'on a peu de métriques, pas vraiment de méthodologie. Pas de méthodologie, pas d'outils. Et surtout, alors il y en a un petit peu, hein. Il y a deux guides qui existent, l'un qui a été publié par France Assureur il y a quelques mois et l'autre par le Forum pour l'investissement responsable. Donc ils ont d'abord expliqué de quoi on parlait. Il y a beaucoup de pédagogie à faire aujourd'hui, donc ils sont disponibles dans les deux cas sur leur site internet respectifs. Et puis ils expliquent effectivement ce qui existe. Pour l'instant, on a vraiment quelque chose d'embryonnaire, mais c'est un peu... j'étais déjà là en 2015 et donc je me souviens très bien des discussions. C'était mais on peut pas mesurer des empreintes carbone, on n'a pas les méthodologies, c'est pas possible, ça. Et en fait, ça a quand même eu lieu, ça a quand même démarré parce qu'en fait, ça vous permet de changer de regard sur ce qu'est l'investissement. Oui, bien sûr, gérer de l'argent, ça veut dire qu'on essaie de faire fructifier l'argent qui vous est confié et ça, personne ne remet en cause. La question aujourd'hui qui est posée, c'est comment et avec quels impacts on le fait. C'est-à-dire si effectivement il y a trop d'impacts négatifs pour faire fructifier cet argent, surtout à moyen long terme, ça pose problème. Et toutes ces mesures d'empreinte biodiversité, d'empreinte climat, avec des méthodologies qui sont de plus en plus précises, et surtout, on ne peut pas se débarrasser de ce genre d'obligation avec j'ai fait planter 3 arbres, je ne sais pas où, ou 30 ou 300. Il y a vraiment une logique, c'est le cœur de l'investissement qui doit être analysé et dont l'impact doit être mesuré. Ce que vous nous dites là, ça représente un travail monstre pour les sociétés de gestion, non ? Alors oui, parce que c'est pas du tout, elles sont rarement structurées comme ça. Alors c'est une obligation qui est réservée à celles qui gèrent plus de 500 millions d'euros. Donc évidemment, c'est toutes les plus grandes. En revanche, les petites, alors elles ont ce qu'on appelle un comply or explain, c'est-à-dire qu'elles doivent expliquer pourquoi elles n'ont pas les moyens de le faire. Donc oui, c'est un gros travail, mais d'abord, c'est une logique qui de toute façon va s'imposer puisque la réglementation européenne elle-même change. Et puis, il faut avoir en tête que dès la rentrée, les conseillers financiers vont devoir demander à leurs clients leur préférence ESG, c'est-à-dire leur préférence sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, ils doivent être en capacité, une fois qu'ils auront déterminé qu'ils ont en face d'eux un écologiste engagé ou quelqu'un qui lui dit « ça ne m'intéresse pas », bon, ça, il saura probablement le gérer, mais ils vont devoir avoir de nouveaux dialogues. Et pour nourrir ce dialogue, ils vont avoir besoin d'expliquer en quoi ce fonds est effectivement plus ou moins protecteur de la biodiversité, ou pourquoi celui-ci, s'il a l'air de provoquer d'énormes dégâts, comment on peut les limiter. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer, et j'allais dire, on est un peu obligé d'en passer par là. Les investisseurs essaient de gagner du temps quand même, parce que objectivement, ils n'ont pas aujourd'hui tous les moyens de répondre à cette obligation. Et ils investissent encore massivement dans les énergies fossiles, par exemple. C'est là aussi, tout à l'heure, vous preniez 2 exemples un peu opposés, hein, finalement, où c'est un peu facile de se dire là, c'est polluant, là, ça l'est moins. Voilà, est-ce qu'on peut quand même continuer à avoir une petite partie de son portefeuille qui investit dans des industries encore un peu polluante. Alors, on va être clair, l'économie telle qu'elle est, elle est ni alignée avec l'accord de Paris, ni en train de réduire ses impacts sur la biodiversité. Donc effectivement, ce qui va monter crescendo, c'est le fait de dire, est-ce que ça, c'est soutenable ? Dans le mot anglais sustainable, il y a soutenable et durable. Donc la question, c'est pas tellement est-ce qu'on est pour ou contre l'écologie, la question, c'est qu'il y a un modèle économique qui est menacé dans sa capacité à continuer tel qu'il est aujourd'hui. Mais ça, effectivement, si on se dit les marchés tels qu'ils sont aujourd'hui, vous avez très peu de valeurs qui sont vraiment alignées avec les objectifs climatiques. En revanche, et c'est pour ça il y a cette obligation d'avoir des préférences ESG, c'est que du coup, ça change la nature du dialogue. C'est-à-dire, vous êtes obligé d'expliquer, oui, le marché tel qu'il est, donc aujourd'hui, faire de la gestion financière en se disant je ne pollue pas, je n'ai pas d'impact climatique, c'est impossible. Donc, en revanche, on peut discuter de la façon dont on peut limiter les dégâts, voir le moins possible d'impact négatif et le plus possible d'impact positif. Puisque l'objectif unique de toutes ces régulations, c'est de créer des cercles vertueux. C'est-à-dire de faire prendre conscience que l'inaction fait de dire oui, les marchés sont comme ça, donc on ne peut rien faire. Et si on ne peut rien faire, on va juste dans le mur un peu plus vite. Donc l'idée, c'est d'accélérer et de rendre de faire monter le volume d'investissement qui eux disent oui, le marché tel qu'il est pose tel et tel problème. Donc on va essayer d'investir. Alors ça peut être de tas de façons. Par exemple, vous avez des fonds durables qui s'appellent Best Effort. Alors Best Effort, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend des valeurs qui ne sont pas forcément très bien notées ou qui ne sont pas en train d'avoir une politique environnementale très forte, mais l'objectif, c'est de les encourager à se transformer. Donc
quand on explique clairement ce type de stratégie, on peut tout à fait, en tant qu'investisseur, choisir de dire moi, je choisis d'améliorer les choses et donc je prends ce type de produit. Et de les tirer vers le haut. Voilà. Autre avancée aussi de ce décret, les seuils qui se sont élargis aussi, je crois. Alors oui, l'idée c'était d'une part, en fait, il y a un enjeu technique. Alors pour essayer d'être le plus accessible possible, on est parti donc en 2015 d'une empreinte carbone qui dit oui, là, ça émet plus ou moins de CO2 et on regarde les objectifs des entreprises. Mais les objectifs des entreprises sont souvent dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on prend, je dis n'importe quoi, mettons qu'en 98, c'était le pic des émissions de CO2 qui sont souvent scope 1 et 2. Le scope 1, c'est les émissions directes. Le scope 2, c'est les émissions liées à l'énergie, par exemple. Et le scope 3, c'est en fait l'usage de votre produit. La plupart du temps, par exemple dans une banque, ce qui est important sur le climat, c'est le scope 3, c'est-à-dire ce qu'elle finance. Parce que sinon, ces émissions directes sont assez limitées. Mais c'est valable aussi, par exemple, sur des centres commerciaux. Ils se sont aperçus que leur empreinte carbone, c'était les gens qui venaient en voiture dans le centre commercial, qui est beaucoup plus important que le centre commercial lui-même. Donc la question de qu'est-ce qu'on mesure est déjà clé. Et ensuite, aujourd'hui, ce n'est pas un chiffre dans l'absolu qui est de dire je réduis de 40% mes émissions de CO2 que j'ai mesurées tout seul en autodéclaration. On ne sait pas très bien ce que ça vaut. Donc ce qu'annonce le décret, c'est que maintenant, on va devoir évaluer l'alignement du dit engagement de réduction avec l'accord de Paris. Est-ce que vraiment c'est en ligne avec ce dont on a besoin et sur le périmètre dont on a besoin. Donc là, on est bien sur des sujets techniques, mais depuis 2015, c'est développé énormément d'agents spécialisés, les ingénieurs travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Et donc, on a capacité à comprendre. Et en fait, le sujet, c'est vraiment, puisque l'agenda climatique s'accélère, le rapport du GIEC qui est sorti lundi nous a dit qu'on avait 3 ans devant nous. Donc, on voit le décalage. C'est-à-dire, si on dit, on a le temps, parce que c'est en 2050 et on aura une neutralité carbone en 2050, on n'a aucune chance d'arriver à essayer de limiter le réchauffement climatique. Et donc vous y croyez, ce sera ma dernière question puisqu'il nous reste que quelques secondes, Anne-Catherine Husson-Traoré, à l'impact véritable donc, de cette loi, cet article de loi et ce décret d'application, impact réel, concret ? Alors, oui, mais effectivement, chacun se l'approprie ou pas. Donc, c'est ça la limite. Mais en revanche, ce qui est très important, c'est que ça crée vraiment une obligation de s'interroger, de créer des méthodologies, de vraiment, encore une fois, transformer la façon dont on voit l'investissement et de se poser la question de se dire quel est l'impact de cet investissement. Donc, c'est une amorce. Il faut évidemment accélérer, mais c'est déjà beaucoup mieux que rien. Merci beaucoup Anne-Catherine Husson-Traoré d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir fait la lumière sur cet article 29 et ce décret d'application. Je le rappelle, vous êtes directrice générale de Novetic. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.